mon tour, je vous dis mon contentement, ma joie de vous trouver ici autour d'un livre qui m'a beaucoup engagée, ce fameux livre « Les souffles de Moussan ». Alors avant de parler des différents souffles qui animent ce livre, j'aimerais dire l'importance du contexte dans lequel on entre dans un sujet et comment ce sujet devient, en évoluant, projet d'écriture. De nombreux ingrédients s'y trouvent et se mêlent. D'abord le besoin d'écrire, bien sûr, mais aussi la réalité extérieure, la pensée dans le moment. Autant de sollicitations diverses allant du dehors au dedans et réciproquement. Quant à l'esprit dans lequel on écrit, il accompagne et surplombe la chose écrite. Il est à la fois inséparable du texte et au-delà. Il dit, l'esprit, entre les lignes ce que l'on peut entendre entre les mots. Mais c'est grâce à lui que se donne le sens. Et c'est cela que je voudrais essayer d'éclairer dans cette présentation. Un double écueil à toute présentation. Être trop loin du texte ou trop près. J'essaierai de me tenir sagement entre les deux. Merci. Mais avant, je voudrais me livrer au jeu des questions-réponses d'une auto-interview. Pourquoi ai-je écrit ce livre, Les souffles de Moussan? Bien sûr parce que j'en ai eu envie, sinon besoin. Mais il m'a amené beaucoup plus loin que ce que j'avais pu imaginer. C'est un peu le mystère de toute création avec sa part d'incertitude et de dévoilement progressif. Certes, la publication est une étape. Quand on dit qu'un livre sort, il sort un peu de l'ombre. C'est comme une deuxième naissance en tout cas. Il se donne aux autres. Il est censé faire écho. Car on passe de sa gestation intime à l'épreuve de réalité. Le livre fabriqué est devenu objet. Il n'appartient plus à celui qui l'a créé. Il lui échappe et l'auteur s'expose. Il est soumis à la critique. C'est une mise à l'épreuve qui le stimule ou le démonte, mais cela fait partie, bien entendu, des règles du jeu. Plus précisément, comment est née l'idée de ce livre? Alors je dirais tout de suite qu'il n'y en a pas qu'une seule qui préside à la mise en route d'un texte. La base des souvenirs et du vécu est déjà là, disponible, avec le son de ces mots, Moussan par exemple, et la perception de la mousse recouvrant les pierres, ainsi que d'autres résonances plus larges. Dans les souffles de Moussan, même si les thèmes majeurs du livre en question n'ont rien à voir l'un avec l'autre, ils se trouvent réunis. Le premier thème plonge ses racines dans l'affectivité fondatrice, celle du lien à une mère. Très tôt, j'ai été frappée par l'exaltation qui s'emparait de la mienne à propos de Moussan. Des verreries de Moussan, de leur histoire, pas banale, puisqu'elle remonte, on a les documents les concernant aux croisades. Le deuxième thème est complètement différent. Il a trait aux événements tragiques actuels concernant le terrorisme. Partagé entre la révolte de tous et le sentiment d'un « vous n'aurez pas ma haine » d'Antoine Léris, ayant perdu sa femme lors de l'attentat du Bataclan, je me suis dit alors, il y a bien eu
dans l'histoire d'autres formes de terrorisme. Et je me suis dirigée, pour comprendre un peu, naturellement, du côté russe, du côté des nihilistes et terroristes des années 1860-1880, puisque c'est l'époque où se déroule le roman. D'où le personnage imaginé, si vous voulez, et énigmatique d'Alyosha et l'envie de percer son mystère. Dans ma pensée, il y avait déjà la routine d'autrefois, enfoncée dans la lenteur de la campagne profonde, avec, 200 ans après seulement, l'accélération des nouvelles technologies caractérisant le mode de vie d'aujourd'hui. Dès lors, il y aurait dans ce livre 2 axes au niveau du temps, avant et maintenant. C'est pourquoi un double ton serait donné qui deviendrait un rythme, faisant régulièrement passer d'une époque à l'autre, à l'aide, évidemment, de multiples révélateurs. Mais pour autant que l'on baigne dans des souvenirs, et des souvenirs reconstruits, ce qui est en partie le cas, pour autant que l'on ait à disposition quelques idées anciennes et nouvelles, cela ne suffit pas à se mettre en chantier. Il y faut sans doute en plus un déclenchant. Quel est-il ici? Il s'agit de la découverte d'un cahier jaune abandonné au fond d'un cajot au cours d'un déménagement pas comme les autres. C'est ce cahier qui servira de tremplin aux idées précédentes. En lisant ce cahier jaune, on assiste fin 19e au départ au couvent d'une grand-mère et de sa petite-fille. Toutes deux quittent pour toujours les verreries de Moussan. Le mystère de ce départ me touchait et m'interrogeait. Il disait l'arrachement et il était poignant. Il devenait pour moi source d'inspiration, avec toutes les libertés qu'on peut imaginer. C'est autour de cet événement réel que les personnages du livre allaient prendre corps dans mon imagination depuis la naissance de l'enfant, 7 ans plus tôt. C'est sans doute là une clé de voûte, mais elle invite le lecteur ailleurs, au cœur de véritables fresques nées de l'imagination et de la réalité. C'est ce mixte entre imagination et réalité qui est inventif et ne cesse de produire des situations nouvelles. Tout cela donne à penser autrement en ouvrant des pistes de réflexion. La question souvent posée, est-ce que l'expérience personnelle et professionnelle, est-ce que ces deux choses-là, expérience et profession, m'ont-elles été utiles? À cette question, je dis oui, bien sûr, plus qu'utile, du moins en ce qui concerne la méthode. De ce point de vue-là, la pratique des concepts que le métier apprend m'a aidé. Mais la méthodologie ne fait pas tout. Elle n'est pas la création. Ce qui participe vraiment de cet ouvrage, et cela à titre essentiel, ce sont tous les débordements de l'existence, vie sociale et professionnelle confondus, amour, engagement, élan, déception aussi, sens spirituel et artistique, direction de la volonté dans les combats de la vie, ces épreuves et les moments de joie et même d'exultation offerts jour après jour. Il me semble donc que c'est dans ce vivier protéiforme et non dans l'exercice d'une méthode que se niche le jaillissement possible d'une formule plus heureuse, d'une pensée peut-être plus riche ou d'une image plus originale. Cela
relèverait alors d'un certain état de grâce de l'écriture. Ça arrive en plus, en toute gratuité, si je peux dire. Ça fait partie de la rencontre d'un terreau et ça fait partie donc de l'instant, de la rencontre d'un terreau et d'un instant. Et cet instant, il est plus ou moins visionnaire et miraculeusement donné, tel le papillon posé sur un lambeau d'éternité. L'expérience professionnelle favorise la méthode, mais ne remplacera jamais le vécu, le ressenti, l'élan poétique de chacun et ce qui nous unit tous grâce à une sensibilité commune. Pour moi, écrire, c'est prendre en compte et considérer, tout en laissant aller sa plume. Saisie et dessaisissement sont les deux mouvements du balancier. Saisir l'originalité de l'instant et la surprise de ses correspondances. Mais se dessaisir aussitôt d'une volonté têtue, parasite, qui en romprait l'harmonie comme un corps étranger. On sait tous, quand on écrit, que quelquefois on veut dire des choses et que ça ne vient pas. Eh bien, je dirais que c'est l'esprit même de l'écriture qui nous empêche, qui empêche ou qui favorise l'absence de ce parasitisme de l'ego, de la volonté. Hein, on n'arrive pas. Eh bien, il vaut mieux ne pas continuer. Donc, ça, c'est une expérience que vivent tous ceux qui écrivent, hein, sans être, comment dire, pour autant écrivains. Hein, on rencontre cela dans notre vie ordinaire. C'est parce qu'il y a inadéquation de la pensée à la réalité, j'ai envie de dire, que l'écriture a son mot à dire. Et elle le dit dans la diversité du sens, des genres littéraires et des époques. Elle flaire les situations critiques, toujours sur la crête, comme le papillon, justement, qui se pose et respire avec ses ailes, ou mieux encore, de ses ailes. L'écriture peut aussi bien témoigner des vides et des manques concernant les êtres que de l'énergie due à un trop-plein, dont la moindre miette est féconde ou le sera un jour, mais on ne sait pas quand. Les souffles de Moussan, c'est à la fois une histoire romanesque et les réflexions d'aujourd'hui engagées par l'utilisation de la première personne du singulier « je ». L'histoire se passe dans l'Hérault, à la fin du XIXe siècle, dans le milieu des verriers, au vergy de Moussan. Mais le regard de l'auteur se promène au jour le jour, dans la vie ordinaire et son quotidien, 2 siècles après, ou presque. Quel lien peut-il y avoir entre les personnages et la vie? Il n'y en a pas qu'un seul. Chacun d'eux renferme un peu de soi. Mais comme ils sont différents, tous ces personnages, il arrive que cela échappe, car ils ne sont jamais que les facettes de la personnalité de celui qui écrit. L'élaboration d'un roman va de pair avec la construction et la déconstruction des vies, en fonction des conditionnements, des choix de chacun, mais aussi des hasards et de la place qu'ils prennent au milieu des rencontres. Ces liens entre personnages et vie personnelle ne sont ni tout à fait l'effet du hasard, ni ceux d'un parallélisme quelconque. Ils obéissent à un rythme dont les retours procèdent d'une sorte, j'ai envie de dire, de viscéralité qui fait écho,
en renvoyant sons, images, sentiments, pensées, en dépit du grand écart des époques et de leurs références respectives contrastées. Il y aura donc ce que l'on imagine, tout ce dont on peut se souvenir du passé, mais aussi la prégnance de chaque jour. L'extrapolation fait partie du jeu. Son champ est vaste et l'on constate sous la plume un véritable accroissement de réalité induite, mentale ou psychique, d'où l'épaisseur des ambiances. Il y a une parenté intime entre ce qui est venu à l'esprit un jour, par hasard, et ce qui, tout d'un coup, a pris corps et a fini par percer à travers les personnages. Il y a donc beaucoup de choses, si vous voulez, qui se trouvent, sinon en concurrence, du moins simultanément, dans l'acte d'écrire. Et beaucoup de surprises attendent ceux qui écrivent et qui se décident à écrire. L'écriture est alors révélatrice, non seulement de soi-même, mais de tout ce qui est autour de soi, ce qui se tient autour, comme le sens étymologique du mot circonstance le dit. C'est ce qui se tient autour, les circonstances. Elle marque l'écriture de son sceau, lieu, événement, pensée. Elle les marque d'une pierre blanche, noire ou rouge, selon les couleurs de la vie, naissance, mort, amour et séduction, espérance ou désespérance, médiocrité ou transcendance, vide, vide enfin. Tous ces moments forts sont des thématiques porteuses. Le personnage de Marie, sa légèreté aérienne et ses voyances, son innocence dans la passion amoureuse, Gaspard et Brune, les maîtres verriers, la sentimentalité de Marion, l'ironie grinçante d'Alyosha et son nihilisme triomphant. Ce sont là des abîmes. Ce sont là donc des moments difficiles à surmonter. Tous ces êtres les survolent ou y tombent, à moins qu'ils ne s'égarent parmi les choses. Ce faisant, les souffles de Moussan mettent en lumière ce qui est obscur, sous-jacent, complexe. C'est l'occasion de dire les non-dits et de saisir ce qui importe à un moment donné. Un roman ne se garde pas pour soi, jalousement tel un journal de jeune fille. Il s'offre. Joséphine surgit dès le début comme l'enfant de trop. On sera amené à dire en quoi et jusqu'où. De même, la concernant, il faudra s'exprimer à propos des expressions se taire et être tu. Suggérer aussi ce que signifie être entré au couvent en y restant. Pourtant, la discrétion de sa petite personne, dépourvue de personnalité forte, affichée, donnera lieu à des interrogations multiples et finalement, tout tournera, sinon autour d'elle, du moins de son existence. Mais il y a aussi dans ce livre, et c'est peut-être là un mystère qui nous englobe dans une intimité, je dirais, plus secrète, l'histoire des espérances muettes de chacun, et d'abord justement de ceux-là même qui se taisent parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Il y a leurs illusions, leurs souffrances, assumées ou supportées, leurs angoisses larvées ou avérées, leurs attentes déçues, leur résignation tacite. Entrent plus précisément dans ce lot les personnages de Julie, la grand-mère, et Joséphine, sa petite-fille. Quant à la personnalité d'Alyosha, elle se dévoilera peu à peu, au fur et à mesure.
Mais à côté, il y a celle de tous les autres, qui vivent leur vie comme ils peuvent, comme elle se présente. La jeune maîtresse des verreries, superbe dans sa révolte. Marion, la servante de confiance, amoureuse d'Alyosha, vouée à son attente de lui, et même au flou d'un certain attentisme. Marinette et Antoinette, les deux sœurs devenues féministes de cœur. Enfin Gaspard, le maître verrier, marqué à vie par la mort, sa traversée du désert, sa vérité. Il y a donc le flux et le reflux des monologues intérieurs, des dialogues quasiment muets à force d'être retenus. Les regrets et souvenirs voilés de culpabilité. Tous entendent cette petite musique de nuit qui les accompagne. J'en viens au contexte historique plus précis du livre. Il s'agit donc de cette commune de l'Hérault, les verreries de Moussan, aux confins de l'Aude et du Tarn, entre Saint-Pons-de-Thomières et la Bastide de Rouerou, non loin de la cité de Minerve. Moussan, c'est le lieu d'ancrage de plusieurs familles de verriers reliées entre elles par des liens familiaux et par le métier de verrier et son histoire. Tel est donc le cadre que je me suis donné et dont je me suis si souvent autorisée à sortir. Dans le roman, on devinera les gens vaqués à leurs occupations entre bois et forêts, fours et feux, tiseurs et souffleurs de verre, cannes et perles de verre. On imaginera tour à tour la pénurie et l'abondance, l'esprit de fête et le deuil, à travers la maladie, notamment la silicose, dont Baptistin, l'ancien souffleur de verre, devenu tiseur, sera atteint et périra. À ce sujet, je dirais que la silicose faisait plus de dégâts encore chez les verriers que chez les mineurs, et c'est pas peu dire. On assistera à la mort en couche, si fréquente aussi à l'époque, à l'amour contrarié d'Adélaïde et d'Aristide, tant de choses tellement courantes en cette fin du XIXe siècle, dont seulement 200 ans nous séparent. Mais l'histoire des verreries de Moussan remonte beaucoup plus loin dans le temps. On ne peut la comprendre vraiment qu'à la condition de voir les siècles défiler sous les yeux, et cela depuis Louis IX, autrement dit Saint-Louis. En effet, au retour des croisades, de nobles verriers, ayant tout perdu, finirent par bénéficier d'une autorisation royale leur permettant désormais de travailler sans déroger, c'est-à-dire sans sortir du rang. Seule la pratique de l'art du verre le leur rendait possible. Ainsi auraient-ils le droit de travailler tout en restant nobles. Jusque-là, ils avaient exercé un monopole de fait et non de droit sur le métier du verre. Mais à partir de 1445, sous Charles VII, les choses évoluent et le statut de gentilhomme verrier est précisé, sinon défini, par des chartes successives. Ce qui se poursuit sous les règnes de François Ier, Charles IX, Henri IV. Obligatoirement reconduites, ces chartes maintiennent l'état d'exception. L'état d'exception, c'est celui qui fait qu'un noble peut travailler en restant noble, et les privilèges qui s'y rattachent. À ce propos, on mentionnera les institutions de Sommières qui régissaient les verreries de tout le Languedoc par l'intermédiaire d'un gouverneur viguier chargé de faire respecter l'ensemble des réglementations extrêmement rigoureuses, codifiées et surveillées, et ce, évidemment, jusqu'à la Révolution française.
cette brève incursion historique était absolument nécessaire. Mais elle ne fera pas oublier que ce livre déborde largement l'histoire des Verriers, car c'est aussi celle des passions humaines imaginées, tour à tour créatrices et destructrices. Le titre de ce livre est pluriel, « Les souffles ». Ce n'est pas pour rien. Il dit les manières différentes de penser et de croire, de vivre et de se battre. Il exprime plusieurs rythmes de respiration, chacun a son propre souffle et sera propulsé au-delà de lui-même grâce à cela. La pluralité des souffles dans le roman ne signifie pas pour autant légèreté. Chaque souffle, pour aussi différents qu'ils soient les uns des autres, engage par son sérieux et son authenticité. J'ai choisi de limiter ces passions à 3, mais c'est à toutes leurs interactions que j'aimerais pouvoir renvoyer le lecteur. Parlons de l'amour. Tantôt souffle amoureux, tantôt passion dévastatrice. Comme toujours, il tisse d'éternels liens charnels, érotiques et amoureux. Là où le corps a ses raisons que la raison ne connaît pas et que le cœur entend, merci Pascal, là où le temps dicte sa loi. Parlons de ses ruptures et de son usure, si opposées au moment déterminé, au moment d'éternité dont il est censé provenir. Pourtant, c'est bien cette énergie amoureuse qui fait et refait le monde en le recréant et le réinventant, tout en étant susceptible, je répète, de le détruire et de s'auto-détruire. Que ce soit d'une manière ou d'une autre, tout n'est que fragilité et incertitude, comme si le propre du souffle était de ne pas s'accommoder de garanties, comme s'il fallait compter avec sa suspension, les changements, l'adversité, la mort. Que faire alors devant des conditions imparties, adverses et douloureuses? Mais que faire également dans un tout autre contexte que celui de l'amour amoureux, quand par exemple la petite Joséphine n'arrive pas à se situer par rapport à l'amour de sa mère? Devra-t-elle l'inventer, cet amour? Y renoncer? Le sublimer? Le remplacer? Bien loin de l'intimité affective et amoureuse, le souffle révolutionnaire qui marque ce livre est une passion d'une autre nature, non plus individuelle et personnelle, mais sociale et collective. Elle s'inscrit dans l'histoire en tant que volonté de progrès et combat, parce qu'elle est le cri du peuple, formulation chère à Jules Vallès et titre de son journal lors de la Commune de Paris. Alors, à propos de la Commune de Paris, bien sûr, j'en parle dans mon livre, des progrès sociaux se montrent, mais aussi des actes de violence. En 54 jours, à peine, en 54 jours, bon, alors, voilà, je n'aurais pas été douée pour le cinéma, ça c'est clair. Alors, donc en 54 jours, des mesures positives sont prises, donc de plusieurs types, mais malheureusement accompagnées de débordements sanguinaires tragiques. On parlera alors de la semaine sanglante, la dernière de mai, en 1871, et de manière plus littéraire, de l'année terrible, titre de ce long poème en vers de Victor Hugo,
qu'il a vécu de près et qui a perdu un fils. Dans les souffles de Moussan, c'est par la voix de Marinette que parviennent aux verreries les échos parisiens de la commune. Le climat social, invasion prussienne et guerre civile, se montre impitoyablement dans sa réalité brute, pour ne pas dire brutale, tandis que conjointement gronde un vent de terrorisme venu de Russie, visant le tsar Alexandre II, tandis qu'il y a tout ça, s'ouvrent en France des débats à propos de révolutionnaires anarchistes et marxistes, jusqu'à ce que se perçoive en filigrane la question de fond: la fin justifie-t-elle les moyens? Alors, juste une petite référence à mes amis philosophes, je dirais que Kant ou Rousseau, et plus proche de nous Albert Camus, y ont répondu par la négative. C'est à partir de leur réponse, les fins ne justifiant pas les moyens, que le questionnement entre différentes formes de terrorisme pourra trouver quelques éléments de réponse. Quel est-il, ce point commun? Il tient en ces mots: accélération de la violence et déchaînement de la destruction. La volonté de détruire est trop souvent érigée en principe d'action pour servir la cause d'une humanité meilleure, certes, parce qu'égalitaire et plus juste. Il n'empêche que la violence est là. La vie personnelle ne compte plus, ni celle des autres, ni la sienne propre. Nihilisme et terrorisme se rejoignent. La violence est à la fois fin et moyen, et la formule « ni Dieu ni maître » s'impose à la pensée anarchiste. Par ailleurs, loin de cette lutte, de ces incendies, une flamme continue anime Julie, l'aïeule. C'est un souffle spirituel, puisque j'ai parlé, si vous voulez, d'une troisième passion, la passion spirituelle. Donc, c'est un souffle spirituel ténu, illusoire pour certains, mais vivace. On s'interrogera sur les limites de son réalisme et de son efficacité, tout en ne doutant jamais de son authenticité. Le souffle qui anime Julie, la grand-mère, ne deviendra-t-il pas mystique à travers Joséphine, sa petite fille, qui entrera au couvent en y restant, c'est-à-dire qu'elle est rentrée à 7 ans pour faire ses études et elle a pris le voile sans en sortir. Oui, l'enfant de trop est conditionné à se faire religieuse. Et quand bien même le serait-elle, on peut quand même se poser la question: n'y a-t-il que cela? Ou échappera-t-elle à la toute-puissance de ces conditionnements, à leur exclusivité, c'est-à-dire à n'être que conditionnée? Joséphine, adolescente, triomphera-t-elle de l'emprise d'une prédestination qui la détermine absolument? À défaut, ne serait-elle que la chose humaine façonnée par les circonstances et les volontés étrangères à elle-même? Si elle parvient, si elle arrive à être qui elle est, n'y aurait-il pas un rapport étroit avec le sursaut de liberté qui réveille tout être dans sa recherche tâtonnante de vérité? Réalisme social, illusion nécessaire pour vivre et pour survivre, foi et fanatisme se renvoient la balle d'un match qui n'est pas simplement ludique, mais où se jouent les destinées humaines elles-mêmes. Certes, dans les souffles de Moussan, les destinées s'accomplissent, à moins que les ruptures ne les changent brusquement en destin, ce fatum marqué de malheur.
Tant de questions sont ouvertes que la parole revient à nouveau aux personnages du livre. Derrière eux continuent à se cacher des visages. Chemin faisant, je voudrais revenir sur l'idée de spiritualité. Il n'est pas inutile de rappeler que spiritus, en latin, signifie également souffle. Je tiens à souligner ceci, et il me semble en tout cas important de le préciser. Dans les souffles de Moussan, il n'y a pas que celle d'une aïeule essentiellement bonne et de sa petite fille effacée et résignée, toutes deux fortes de leurs prières et de leurs sacrifices. Mais le terme de spiritualité n'est pas réservé aux seuls croyants et à leur religiosité trop souvent bien pensante. Alyosha, le russe de Moussan, en fournit l'exemple malgré son affirmation du nihilisme et la violence de son rejet de Dieu, maintes fois exprimé. Si loin finalement de l'indifférence prêtée au mot athéisme, il montrera la profondeur d'une spiritualité inversée, en quelque sorte, ou plutôt, il vaudrait mieux dire, contrariée, blessée, et cela dès sa plus tendre enfance. Ses souvenirs le déchirent, ainsi que son immense désillusion qui, elle, l'anéantit. À partir du moment où Alyosha réalise qui est vraiment Netchaïev, alors là, je me suis permis de jouer entre les personnages historiques que j'ai absolument respectés et les personnages imaginés. Netchaïev est bel et bien un personnage historique, alors qu'Alyosha est un personnage, si vous voulez, imaginé. Mais je les fais se côtoyer. À partir du moment, donc, où Netchaïev, personnage historique, réalise à qui il a affaire, je dis Netchaïev, je dis, non. À partir du moment, eh bien, Alyosha est accablé de solitude. Parce que, si vous voulez, ce qui finalement va décevoir au point où ça l'est Alyosha, c'est l'écriture de ce fameux catéchisme du révolutionnaire qui est paru en 1869 et qui a été écrit à la fois par Bakounine et à la fois par Netchaïev, qui était un ami de Bakounine, lequel Bakounine en a été fort déçu. Il suffit de savoir un peu tourner les pages d'un livre d'histoire. Ce qui déçoit encore beaucoup, et plus que horrifie même, Alyosha, c'est l'assassinat prémédité d'Ivanov par Netchaïev. C'est vrai que tout le monde a été bouleversé, et encore plus Alyosha, qui avait en principe les mêmes idées au départ, anarchistes, nihilistes, terroristes. Mais demandons-nous comment la cause à laquelle ils ont cru l'un et l'autre, aussi bien Alyosha que Netchaïev, comment la cause à laquelle ils ont cru a-t-elle pu dégénérer à ce point? N'est-elle pas déviée dès lors que tant de haine l'aveugle? Ne devient-elle pas le prétexte à une vengeance sans fin où l'inconscience et la soif de domination et de vengeance finissent par l'emporter? N'y a-t-il pas alors détournement de la cause initiale? Le catéchisme du révolutionnaire ne contient-il pas, entre autres, les ferments de tout terrorisme, qu'il s'agisse d'un fanatisme contre Dieu, avec le nihilisme russe, ou pour Dieu, avec, évidemment, le terrorisme d'aujourd'hui? Citons
les paroles de Marion à la fin du roman. Marion ne cesse d'essayer d'expliquer, d'essayer de comprendre, d'essayer de voir qu'est-ce qui a pu amener les gens à agir de telle ou telle manière. Elle s'adresse donc à Brune, la maîtresse, donc, la dernière maîtresse des verreries. Elle s'adresse à elle à propos de ces deux hommes qui pourtant avaient fait les mêmes choix au départ. Et elle lui dit, la différence entre Netchaïev et Alyosha, voyez-vous, Madame Brune, c'est que Serge Netchaïev n'a pas cessé de haïr le monde, tandis qu'Alyosha n'a même pas osé l'aimer. Pour l'un, conversion rapide à la haine. Pour l'autre, inhibition lente de l'amour. Refus de la sensibilité dans les deux cas. Contagion d'une impuissance à aimer quelqu'un, concrètement parlant. C'est là une échelle de graduation du mal-être. Il fait le malheur de l'un et de l'autre. Dans les deux cas, les hommes, ces deux hommes, seront inaptes au bonheur d'une vie ordinaire, celui de tout le monde. Ce n'est d'ailleurs pas, bien évidemment, ce qu'ils cherchent, ce bonheur ordinaire. Malgré tout, la violence aura le dernier mot et stérilisera l'idéal même qui était le leur, et qui est le leur. Outre la triple dimension de la passion, sous forme de souffles variés, l'amour, la passion révolutionnaire, la passion spirituelle, je les répète, outre donc, si vous voulez, cette triple dimension, ce livre est le rappel d'une vie économique, si on revient sur le terrain, si vous voulez, de Moussan, qui a complètement disparu, essentiellement artisanal et confiné dans un monde clos où toute communication est difficile et où l'argent manque. Le progrès y est difficile, sinon impossible, malgré ces heures de gloire passée. Il va falloir faire avec et prendre des décisions. À Moussan, on est passé de 48 verriers à quelques-uns seulement. Si le verre industriel concurrence celui de Moussan, c'est aussi la fin d'un certain mode de production, celui des verreries forestières de Moussan, dont le carburant était bel et bien le bois de nos forêts. Le charbon de terre est trop onéreux pour être assumé financièrement, malgré des essais de commandes en direction de Graisse-Sac. Ces difficultés annoncent la fin des verreries forestières de Moussan pour la famille de Riols de Fontclar, de Robert et les autres, qui fermeront un à un leurs fours avant d'être acculés à la vente. Voilà, donc, j'ai peut-être pas toujours été très claire. Bref, juste un mot maintenant sur le fond, la forme et la structure du livre. Ce dernier s'enracine à une réalité donnée comme cadre et le besoin constant de s'en émanciper du cadre. Au fur et à mesure de ces idées, le narrateur ou l'auteur oriente l'objectif. Ce qui n'est qu'imaginé ici, c'est réellement produit ailleurs. D'où l'impact des événements grâce à des cas de figure plausibles, en tout cas possibles, et grâce à l'intensité des sentiments éprouvés. C'est de cette manière que les pensées atteignent le seuil d'une conscience élargie plus intense et que seront ciblées des situations humaines limites, peu importe où
et quand exactement? L'horizon des vérités romanesques n'a rien à voir avec la véracité ponctuelle des faits ici et maintenant. On est dans le roman. Et j'ajouterai que cette prise de conscience qui consiste à rendre présent des choses passées, ou en tout cas pas inclus dans le temps dont on parle, eh bien, peut-être donne plus de force à la réalité qu'on veut mettre en évidence. Par ailleurs, très vite, en écrivant ce texte, le double rythme de l'écriture a été pris de passer sans sourciller d'une époque à l'autre, chacune apportant sa manière d'écrire, ses réflexions, sa mentalité. Et c'est sans le faire exprès que ces passages d'une époque à l'autre empruntent des styles différents. Bon, c'est la première fois, personnellement, que je me suis risquée à ce type, si vous voulez, d'exercice, et j'étais émerveillée, pas de moi-même, mais émerveillée de voir qu'en changeant d'époque, naturellement, le style changeait. Et je ne m'étais pas imposé qu'il change, mais naturellement, le style, la façon de parler changeait. Donc, c'est, si vous voulez, de cette plasticité de l'écriture que j'aimerais parler. Elle correspond à ce trait d'union reliant naturellement la pensée à son temps. C'est la preuve qu'elle est vivante et qu'elle s'adapte à l'existence indépendamment des modes de vie particuliers. Elle en est révélatrice, du moins tant que la mémoire est présente. Voilà un des thèmes forts du livre, je dirais même majeur, l'importance de la mémoire. Elle unit les êtres grâce à la possibilité de transmission. Bien sûr, il ne s'agit pas alors d'une simple rétention du passé, mais d'un ancrage décisif pour pouvoir orienter l'avenir, génération après génération. En revanche, quand il y a blocage pour les êtres, c'est l'inconscient qui s'exprime. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas l'entendre. De toute façon, la mémoire est un personnage à part entière du livre. Et essentiel. Quoi qu'il en soit, la vie psychique est là, faite d'inconscient, de conscience, de mémoire, d'invention, de rebondissements possibles, de coups de théâtre de la pensée, de volte-face. Savoir se souvenir, c'est participer à l'histoire, tout en étant capable de l'infléchir. Ce n'est pas seulement sauver de l'oubli des êtres chers et des modes de vie anciens, mais les sauver, je dirais, presque grâce aux mouvements qui les ont portés à travers leurs projets. D'une certaine manière, celui qui se souvient et écrit fait acte de résistance, à la condition de se projeter, que ce soit sciemment ou non. Pour moi, l'acte d'écrire porte essentiellement sur le futur, sur un futur, même si j'écris sur le passé, et sur le sens d'une vérité à élucider. En tout cas, c'est quelque chose à quoi l'on tient au point de désirer en laisser des traces. Je pense à l'écrivaine contemporaine Lydie Salvert. À l'annonce de son prix Goncourt, pas pleurer, je regardais la télé. À cette annonce du prix, elle s'est écriée spontanément « Elle est sauvée ». Elle parlait de sa mère, qui, même morte, survivrait, mais avec elle, tout son projet de vie, tout ce qui fait qu'on est susceptible de devenir des héroïnes et des héros dans l'anonymat et la fidélité des cœurs. L'auteur ouvrait à sa mère un espace de considération qui dépassait
le simple cadre affectif qui dépassait le rapport de mère à fille et réciproquement. Pour en revenir à la trame du roman, c'est justement pour cela que j'ai attaché tant d'importance au cahier jaune de Louise, dans la mesure où elle a tenu, de fait, à s'y exprimer elle-même, tout en sollicitant l'écoute de notre chair de confiance, comme si son cousin devenait son témoin privilégié. Quand on n'est pas cru, quand on sait qu'on ne le sera pas, seule l'écoute attentive des êtres chers et les mots écrits restent pour témoigner de l'incroyable. Alors, j'aurais un petit exemple à donner qui m'a frappée. Je regardais la télé une fois de plus, il y a 2 mois de ça, et je suis tombée sur un sujet où il était question de quelqu'un qui avait vu, de ses yeux vus, un petit garçon, qui avait vu, mais il avait grandi, il était adulte, qui avait vu de ses yeux vus des crimes, notamment d'abord ce qui n'était pas un crime, mais il a assisté à l'adultère de sa propre mère, au rendez-vous clandestin, et après au crime, en ce sens que, on se débarrassait des enfants, on les tuait. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ce que ce petit garçon a vécu là, et qui était horrible, au-delà de toute possibilité de vision et de compréhension, c'était seulement l'horreur, eh bien, quand il a été adulte, il a écrit cela. Mais il n'a pas écrit sur une feuille de papier, parce qu'une feuille de papier, ça peut se trouver dans les mains de n'importe qui. Il l'a écrit, peut-être quelques-uns ont vu ça, mais ça m'a frappé il y a que 2 mois. Il a écrit à l'envers, parce qu'il était menuisier, à l'envers des lattes de bois d'un plancher. Vous l'avez vu, ça? Je trouve ça extraordinaire. Donc, le besoin de laisser des traces. On ne peut pas assumer des horreurs pareilles. Et le fait d'écrire, que ce soit d'une manière ou d'une autre, d'une manière classique ou d'une autre, eh bien, est sinon un soulagement, du moins quelque chose qui permet de mieux respirer après. En tout cas, c'est presque là aussi un devoir de mémoire. Il y a peut-être les deux. Donc, très important, pour moi en tout cas, la mémoire écrite. Et je dirais qu'elle est encore autre chose qu'un devoir, même si c'est très important de la considérer comme un devoir dans le cadre que nous connaissons. Mais la mémoire marque les pulsations du temps. C'est la nécessité vitale d'un cœur qui bat et qui se souvient de ce qui l'a fait battre. Au fur et à mesure des ans, elle décrit des cernes comme le tronc de l'arbre qui grossit en les incorporant indéfiniment à sa matière vivante. Tout marque. La vie est une immense écriture comme l'évolution elle-même. Dans ce roman, les cœurs des personnages battent, sauf ceux qui en ont été empêchés et souffrent depuis, à cause de blocages affectifs divers, ruinant d'une certaine façon leur vie. Physiquement parlant, ils battent peut-être, mais ils ne vibrent plus. Ce qui est le cas de Netchaïev sans doute, et dans une moindre mesure d'Alyosha. Dans mon projet initial, ce livre devait se poursuivre en pleine modernité, où il aurait été question de transhumanisme, par exemple, et d'hommes augmentés. Ambiguïté de ce qui attire et de ce qui fait peur. Cela aussi était en moi, mais de manière globale, diffuse. Il y a donc, j'ai envie de dire,
un amont et un aval de la pensée qui se mêlent à l'écrit et le guident. Quoi qu'il en soit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Osons donc le suivre dans ses méandres, ses boucles, son cours, observant son courant, puisque le fait de charrier avec lui le caractérise, et cela à toutes les époques. Qu'est-ce qui va avec le courant? Qu'entraîne-t-il avec lui? Alluvions, paillettes d'or, résidus, déchets plastiques? On sait bien aussi, depuis Héraclite, qu'on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. Laissons pour l'instant de côté l'histoire du roman. J'ai besoin de me projeter en deçà et au-delà du livre pour m'interroger. J'ai envie de demander aux personnes ici présentes qui, parmi les plus de 50 ans, bon poids, n'éprouvent pas le sentiment d'avoir un pied dans une ère et d'appartenir, par le regard de leurs enfants et des enfants de leurs enfants, à l'ère suivante. Il ne s'agit pas d'un simple conflit de génération. N'y a-t-il pas en tout cas de quoi témoigner d'une mutation véritable, comme si l'on assistait à un âge où l'humain, tel que nous l'avons connu, que nous le connaissons encore, était en passe d'être transgressé. Tout cela invite à la réflexion. S'impose alors le besoin de laisser quelques traces du temps qui est le nôtre et de se risquer à des histoires romanesques, comme je l'ai fait, pour l'exprimer plus aisément. À la limite, j'assumerai les risques de ce qu'on appelait péjorativement roman populaire, pourvu que l'on sache distinguer la sensibilité forte d'une sentimentalité mélodramatique larmoyante, type Les Deux Orphelines. Ce qui compte pour moi, ce n'est pas une valeur littéraire codée par la mode d'un moment, mais l'importance profonde de la réalité quant à la sensibilité d'une œuvre. Car sans elle, sans cette sensibilité, que sommes-nous? Un concept vide ou un vide conceptualisé? L'intérêt de Sérotonine de Michel Houellebecq est de bien savoir les montrer, ces vides, ainsi que ces divers substituts, sexuels ou non. Pour moi, écrire, c'est faire vivre des personnages à la lisière de tout cela, mais sans omettre pour autant les pleins. Cela revient à explorer diverses possibilités, à décupler les manières de se comporter, mais surtout de pouvoir être. La source de l'œuvre est l'émotion, mais elle ne suffit pas à créer. Dans l'écriture, le romancier est le maître à bord. Sa volonté se concentre, son imagination se libère, sa pensée dénonce. La vie qu'il invente a le pas sur les jeux de rôle et plus que jamais, vu sa vitesse, le courant entraîne avec lui. Personnages ou héros émergent et subsistent à la débâcle. Si débâcle il y a, et si on ne la confond pas à tort avec l'objectivité du progrès. On n'a jamais tant parlé d'effondrement climatique, écologique, financier, humain, de repli dans les campagnes. Parmi les personnages d'un livre, ceux qui sont mis en exergue signalent des dangers, courent après des rêves, fuient des cauchemars personnels ou collectifs, commettent des crimes. Tout cela sera invention de balises et de voies possibles à dégager. Tout se conjugue, tout peut exister dans une même vie, a fortiori dans plusieurs. D'où l'intérêt d'un roman les mettant en scène, plus ou moins maladroitement, mais essayant de les mettre en scène. Happé par la nouveauté, je me sens toujours arc-boutée personnellement sur des pierres ancestrales.
On peut s'inquiéter des zappings drainés par la force du courant et être angoissé par les vides laissés. C'est pourquoi il me semble nécessaire d'observer des temps de pause par rapport à certains hyperfonctionnements et à leurs performances tous azimuts. J'interroge les progrès, émerveillé de ce qu'ils produisent et produiront encore. Mais le progrès n'est-il que produit? Dans ce cas, s'alignerait-on sur un méga fonctionnement de qui ou de quoi? Je, tu, il, nous fonctionnons. Le langage courant traduit bien la réalité socio-culturelle. Il n'anticipe rien de ce qui est déjà là. Il signe un constat. Ça veut dire que si, depuis déjà des années, on parle en tant qu'être humain de fonctionner, c'est bien qu'il y a une réalité dessous, qu'il y a un substrat de réalité sociologique. Attentive à la vie, telle qu'elle apparaît à travers ses différentes manifestations. J'aime, toujours personnellement, je m'en excuse, j'aime ces mouvements en tant que tels, et l'écriture en est un, et pas des moindres, de fond en comble, des tripes à la tête, en passant par le cœur. Elle est inhérente à la tension des êtres, qui n'en restent pas ce qu'ils sont, et aux données proposées, big data comprises. Ce qui me semble important, ce sont les va-et-vient pour être et exister dans le temps et entre générations. Tout dans l'évolution des hommes, positivement parlant, n'est que lutte pour la vie, élan vital, flèche de désir, visée. Bon, ces expressions ne sont pas de moi, mais de philosophes. Au fur et à mesure que la conscience se développe, elle se remplit, elle se condense et s'élargit au point de se dilater, réunissant pour un même sujet les lieux et les époques. Comme l'univers, j'aurais presque envie de dire que la conscience, comme l'univers, est en expansion. Et cela ne peut se faire que grâce à la mémoire coextensive de toute réalité ou à toute réalité. Quand de grands écrivains du XIXe et XXe siècle, Hugo, Nietzsche, Kafka, Orwell, Huxley, ont des accents prophétiques, j'aimerais attirer l'attention sur toutes ces nouvelles réalités pressenties en train d'affluer, pour en rester à l'image du fleuve, par exemple. À peine 200 ans séparent les derniers temps des verreries de Moussan et aujourd'hui qui portent demain gros de ces lendemains futuristes. Quelques générations, une tranche minime d'existence, eu égard au bouleversement actuel sans précédent, mu par une progression géométrique impressionnante. La longévité, aujourd'hui, n'a rien à voir avec celle d'hier, tant mieux. L'imprimerie n'a rien été par rapport au numérique. La fulgurance des avions et des navettes spatiales, tout cela confère aux hommes une certaine ubiquité qui les apparente au mythe des dieux dans une frénésie aveuglante ou aveuglée. Même le patrimoine génétique peut être modifié pour le meilleur. Tâchons que ce ne soit pas pour le pire. Mais malgré tout, on peut se sentir menacé, malgré tous ces progrès, toutes ces chances qui sont les nôtres. On peut se sentir menacé d'une certaine frilosité face au choc du futur. C'est pourquoi, en dépit de nouvelles assurances, on éprouve paradoxalement le besoin accru de la présence de ses semblables. Ne serait-ce pas là l'une des causes du succès des réseaux sociaux, Facebook entre autres, outre la rapidité de leur efficacité? Mais qui sont nos semblables? Des êtres de chair et de sang dotés de réflexion. On est sur la même barque,
à notre tour migrant pour des destinations inconnues. Ce n'est pas là un réflexe de faible pour se tenir chaud, comme a su le dire Nietzsche avec férocité et lucidité à l'adresse du dernier homme nivelé par le bas, mais pour légitimer ces choses jusque-là de tous les temps que sont les sentiments et les passions, sachant qu'il ne s'agira pas les concernant d'une simple trajectoire linéaire parallèle à soi et tracée d'avance, mais de la houle qui remue les flots avec nous. Alors, peut-être n'aurons-nous plus à nous poser les questions prêtées par Nietzsche au dernier homme. Qu'est l'amour? Qu'est-ce la création? Qu'est le désir? Qu'est-ce une étoile? Et il ne faudrait pas ajouter qu'on n'est pas. J'illustrerai quelques mouvements qui animent les personnages du livre, puisque j'y reviens pour finir. Dans ce livre, Brune est d'abord mise en pièces par la tromperie de son mari. Sa révolte éclate, sa pensée s'affine, mais contre toute attente, c'est son corps qui répond. Son amour est le miracle de la chair, et sa curiosité d'esprit l'engagera sur d'autres chemins. Gaspard, fidèle à sa façon à ses deux amours, n'évitera pas l'épreuve de la solitude. Marion, à la conquête du sien, est confrontée à la confusion des sentiments et à une sorte de tricherie ou de gaucherie à mi-chemin de l'amour et de l'amitié. Mais elle suivra sa route ou son karma, à force d'intérioriser les sentiments des autres et de les faire siens. Quant à Alyosha, il est victime de sa désillusion nihiliste, en partie à cause de Netchaïev, mais avant tout de son enfance. Tous ces sentiments sont exacerbés, presque volontairement, jusqu'à l'impudeur possible du pathos. Ces sentiments forts dureront-ils? Changeront-ils de forme? Ou bien disparaîtront-ils, frappés d'obsolescence programmée, comme un frigidaire qui encombre un garage? En dépit des fluctuations des modes, visant à amenuiser le poids de la sensibilité pour éviter d'en souffrir et d'en être encombré, demeure sans doute pour les êtres eux-mêmes une même constante, leur besoin de beauté pour respirer, de bonté pour vivre, et l'appel à une dimension solidaire et créatrice dont l'expression sensible n'est pas de trop justement, et se revendiquerait presque en tant que telle. De même que la souffrance animale renvoie à notre responsabilité d'hommes et de femmes, notre sensibilité ne serait-elle pas tout autant à reconsidérer ou à réévaluer? À nous d'imaginer si tout cela est transitoire en attendant Godot pour calmer le jeu des angoisses existentielles, ou si cela s'inscrit dans une finalité plus large. En ce domaine, au mieux, ne fera-t-on qu'imaginer et croire. Je ne sais si Dostoïevski a raison quand il dit que la beauté sauvera le monde. Ce monde serait-il à sauver comme la planète? Pourtant, non loin des zones industrielles, la nature continue à se déployer sous nos yeux, à la condition qu'il s'ouvre. Je sais que devant un simple objet comme une coupe de verre, par exemple, qui doit sa forme au souffleur de verre, ou bien un tableau, qu'il s'agisse d'un montreur d'ours, ce tableau de mon enfance, de la jeune fille à la perle, de Guernica, ou des noirs éclairés de Soulages, ou encore de la débauche de forme et de couleur d'un Combas, je sais que le regard s'arrête entre couleur et clair-obscur, violence et sublimation. Je sais aussi, et j'y tiens,
que la pensée, et j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, je sais donc que la pensée, elle, est susceptible d'épouser une cause, d'y faire face, non seulement grâce à la solidité des savoirs acquis, même tremblants, mais grâce à la fluidité de son adaptation indéfiniment et toujours à l'œuvre. J'en terminerai, si vous le voulez bien, par une citation de Bergson. C'est tiré de l'énergie spirituelle. Ce que nous percevons en fait, c'est une épaisseur de durée, c'est une certaine épaisseur de durée. Notre passé immédiat et notre avenir imminent. Sur ce passé, nous sommes appuyés, sur cet avenir, nous sommes penchés. S'appuyer et se pencher ainsi est le propre de n'être conscient. La conscience est un trait d'union entre ce qui a été et ce qui sera, un pont jeté entre le passé et l'avenir. Alors, je ne vous embête plus, mais je ne peux pas résister. Ce livre, je l'ai découvert, grâce à mon mari d'ailleurs, il y a un mois. Alors, c'est pas du tout... c'est un grand physicien de physique quantique qui s'appelle Carlo Rovelli, mais qui est philosophe à sa manière et qui réfléchit. Et donc, c'est un livre tout à fait récent et un auteur tout à fait contemporain. Il est très jeune, bon, et très connu. Alors, il écrit ceci. « Nous ne sommes pas un ensemble de processus indépendants dans des moments successifs. Chaque moment de notre existence est lié par un triple fil caractéristique à notre passé, celui qui précède immédiatement et celui plus lointain par la mémoire. » Bon, ça revient un peu à ce que je viens de lire de Bergson. Hein. Il a dû lire Bergson. Notre présent abonde en traces de notre passé. Nous sommes des histoires pour nous-mêmes, des récits. Je ne suis pas cette masse instantanée de chair allongée sur un canapé qui tape la lettre E sur un petit ordinateur portable. Je suis mes pensées, pleines des traces de la phrase que je suis en train d'écrire. Je suis les caresses de ma mère, la douceur sereine avec laquelle mon père m'a guidée. Je suis mes voyages d'adolescent, les lectures qui se sont stratifiées dans mon cerveau, mes amours, mes désespoirs, mes amitiés, les choses que j'ai écrites, entendues, les visages qui sont restés imprimés dans ma mémoire. Je suis surtout celui qui s'est versé une tasse de thé il y a une minute, celui qui a tapé il y a un instant le mot mémoire sur le clavier de cet ordinateur, celui qui imaginait cette phrase que je complète maintenant. Si tout cela disparaissait, existerais-je encore? Je suis ce long roman qu'est ma vie. Voilà. Il me semble que ça correspond à l'esprit de la conception de la mémoire et du temps dont j'ai essayé de vous parler et qui se trouve, d'après moi, dans mon texte. Voilà. Je vous remercie.